Je vous propose de commencer tout doucement nos travaux, vu que, comme nos travaux ont toujours lieu le temps de midi, on essaie de, évidemment, terminer à 14 h pile pour que les collègues aient le temps d'aller en commission parlementaire qui commence à 14 h. Bonjour à toutes et tous. Goedemiddag. Voilà, comme c'est la première commission de cette année, comité d'avis, pardon, j'en profite pour souhaiter les meilleurs vœux à ceux et celles que je n'ai pas encore vus cette année. Il y en a quelques-uns, que ce soit par Zoom ou en vrai. Dus beste wensen voor 2022. Donc nous reprenons les auditions que nous avons sur le thème, évidemment, comme vous le savez, des crypto-monnaies dans toute une série de différentes dimensions sociétales. On en a encore discuté récemment, pas plus tard que la semaine dernière, en commission des finances aussi, pour voter un texte alors, sur le volet lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Mais donc on en a parlé. Donc ça commence à sortir aussi des murs et des auditions de notre comité d'avis, puisque l'objectif est bien de mettre ce sujet aussi sur la table des discussions et des débats parlementaires, des débats politiques. Donc aujourd'hui, nous recevons deux nouveaux experts qui vont venir nous parler dans leurs domaines respectifs. On a reçu déjà aussi leur contribution. Je ne sais pas si elle a été distribuée aux collègues. Oui, parfait. Ah, elle est sur l'extranet. Donc on a reçu les contributions des deux, du professeur Houben et de maître Ernotte. Les deux contributions sont en ligne, donc vous les avez à disposition. Et donc on va aujourd'hui avoir le plaisir d'échanger avec de heer Robbie Houben, die is dus professor financiële vennootschapsrecht bij Universiteit Antwerpen. Welkom. Et maître Florian Ernotte, qui est donc avocat au barreau de Liège, spécialiste en droit de l'entreprise, droit des sociétés, de l'insolvabilité, du droit fiscal, et vous êtes notamment aussi cofondateur du site cryptomonnaie.be. Bienvenue à vous également. Donc d'habitude, comment est-ce que nous travaillons dans le comité d'avis, donc qui, comme je le disais, se réunit sur le temps de midi, donc jusqu'à 14 h maximum. C'est que les intervenants font une présentation plus ou moins d'un quart d'heure. On n'est pas à la minute près, mais plus ou moins. Et après, on laisse le temps à l'échange avec les collègues députés qui sont présents, alors aussi bien dans la salle qu'en ligne, pour laisser place à l'échange. Et généralement, on a un petit peu de temps. On essaie d'avoir une heure d'échange après votre intervention. On va essayer de, plus ou moins, ça dépend des séances. Mais donc ça, c'est l'objectif. Chacun parle dans sa langue. Vous avez une traduction du français vers le néerlandais, du néerlandais vers le français, si nécessaire, qui est à votre disposition. Donc voilà, je vous laisse évidemment la parole. Je tenais à vous remercier une nouvelle fois de vous être rendu disponible pour notre comité d'avis. Je ne sais pas précisément s'il y a un ordre spécifique pour que l'un ou l'autre commence. Donc je vais proposer que ce soit maître Florent Ernotte pour raison alphabétique de son nom de famille. Voilà, comme ça, il y a absolument en neutralité totale en ce qui me concerne. Voilà, il fallait bien prendre un critère. Donc voilà, je vous en prie, merci encore. En dan gaan we na de presentatie van de heer Ernotte gaan we direct naar de presentatie van professor Houben. Zo werken wij dus de twee presentaties na elkaar en dan uitwisseling met de collega's. Maître Ernotte, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame, Messieurs, bonjour. Donc je suis avocat au barreau de Liège depuis 2014. Je pratique essentiellement le droit des entreprises. Et depuis 2017, je m'intéresse donc au secteur de la blockchain et des crypto-monnaies par voie de ricochet. Et les derniers mois ont été assez agité puisque j'ai reçu pas mal de demandes de citoyens ayant investi dans la crypto-monnaie pour savoir à quelle sauce il allait de manger au niveau fiscal, parce que le marché que vous connaissez peut-être, que vous suivez, a connu des sommets historiques et donc avec potentiellement des plus-values réalisées ou pas.
Et donc, il y avait beaucoup de personnes qui ont voulu réaliser la plus-value, éventuellement payer de l'impôt s'ils devaient le faire, et ensuite réinvestir cette plus-value dans l'économie. Certains avaient voulaient acheter une maison, etc. Et donc, c'est sur la base de ce ressenti-là que je vais vous parler aujourd'hui, mais également d'autres réflexion par rapport notamment à ma qualité de membre de Wallchain, qui est un écosystème au niveau de la blockchain en Wallonie et qui a pour vocation d'essayer un peu d'éduquer le grand public à cette matière. Je ne vais pas rentrer dans des discussions techniques aujourd'hui parce que je pars du postulat que vous avez entre guillemets une connaissance de ce que c'est une blockchain, de comment ça fonctionne. Maintenant, évidemment, dans les questions qui pourront être posées, il n'y a aucun problème, mais en un quart d'heure, vous expliquer ce que c'est une blockchain, plus vous donner une réflexion sur le système, je pense que c'est trop court, donc il fallait choisir, et comme dirait l'autre, choisir c'est renoncer, donc voilà. Vous avez effectivement peut-être lu ce qui s'est passé la semaine passée au Parlement, qui a adopté une loi déposée le 21 décembre 2021, donc en termes de rapidité d'exécution, je pense qu'on peut saluer l'efficacité du Parlement, puisqu'en à peine un mois, on a voté une loi qui dit quoi? Qui interdit à tout prestataire en dehors de l'État de Belgique ou de l'Europe de fournir des services d'échange de monnaie virtuelle type crypto avec des monnaies fiat, ça c'est le premier point, et de contrôler, dans le chef de la FSMA, le distributeur de crypto-monnaies, essentiellement Bitcoin. Ça, c'est la dernière nouveauté. Et donc, il y a le mot interdiction qui m'a tout de suite un peu chiffonné. Moi, évidemment, je plaide contre une interdiction de principe. Interdire, c'est un petit peu stupide, parce que dans le cas d'une technologie telle que la blockchain, qu'on appelle technologie de registre distribué, il y a une énorme mobilité de ces acteurs. On n'est pas dans le cas d'une industrie qui a besoin d'exploiter des matières premières. On a un ordinateur, une connexion Internet, on va où on veut, comme on veut, n'importe où. Donc si on part du principe que l'interdiction est nécessaire parce qu'il faut contrôler, on se tire, je pense, une énorme balle dans le pied, parce que tous les acteurs belges qui sont présents sur le marché actuellement, et il y en a, vous allez regarder au sein de Wallchain le nombre de membres qui sont adhérents, le nombre de projets qui sont lancés de manière régulière par des acteurs belges. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de l'opportunité économique de ce secteur et que l'interdiction est un non-sens absolu par rapport à la crypto-monnaie, la blockchain et au sens général. Vous avez l'exemple type de la concurrence fiscale au niveau européen. Chacun tire la couverture vers lui et donc c'est une politique vers le bas, et je pense donc qu'une interdiction aboutirait à la même conséquence. La Belgique va interdire, ok, et puis après tout le monde ira chez le voisin qui aura permis peut-être un régime peut-être plus facile pour pouvoir développer l'innovation et la technologie. En tant qu'avocat, je suis persuadé que la régulation, elle crée de la valeur parce qu'elle apporte un cadre aux acteurs du marché. Et donc, quand je rentre dans un marché et que je veux développer un produit, quel qu'il soit, dans n'importe quelle matière, j'ai besoin de règles. Et aujourd'hui, le marché belge n'a pas nécessairement de règles très claires. Elle en a un petit peu, mais elle n'a pas de règles claires. Et donc, il est indispensable pour que les acteurs qui ont des projets et qui n'attendent entre guillemets que le cadre réglementaire, pour pouvoir développer ces projets, il est nécessaire d'avoir cette régulation, mais qui doit être évidemment contrôlée et ne pas cadenasser et contraindre trop ces acteurs-là. Vous devez savoir également que en septembre 2020, l'Union européenne a déposé un projet de règlement sur le marché intérieur, sur le marché des cryptoactifs, le règlement MiCA, qui définit toute une série de concepts au niveau des cryptoactifs. Et je pense que récemment, il y a eu un mandat de négocier au niveau européen, et je pense que la Belgique doit se positionner également pour anticiper la mise en œuvre de ce règlement. On a un texte qui est publié qui définit différents types de cryptoactifs, donc on a aujourd'hui la capacité de réfléchir sur ce qu'on va mettre en place à l'avenir. Donc c'est un peu le message que je voulais faire passer, et je vais balayer 3 axes de travail et de propositions de travail par rapport à ça. C'est qu'il y a aujourd'hui toute une série de réglementations qui naît en Europe, et la Belgique doit impérativement avancer. Je le répète, on a fait voter une loi en 3 semaines, voire un mois, pour interdire et réglementer le service des échanges en monnaie virtuelle et crypto et monnaie fiat, fiduciaire. Je vois donc que le Parlement est capable d'avancer assez vite quand il le faut. Alors,
mon message aujourd'hui, il se répartit en 3 points. Ce sont 3 axes de travail que je propose à votre comité d'avis et par voie de ricochet au Parlement pour pouvoir réfléchir sur la crypto-monnaie. Le premier axe, c'est l'axe au niveau de l'utilisation. Avec un préambule nécessaire, la crypto-monnaie et la blockchain, ce n'est pas que Bitcoin. Au 31 décembre 2021, une plateforme qui liste toute une série de coins ou de pièces listait 12 142 projets. Et Bitcoin, en termes de valeur boursière, si je peux l'exprimer ainsi, le market cap, représentait 40% de l'intégralité de cet écosystème. Donc aujourd'hui, taper sur la tête de Bitcoin, c'est une absurdité complète parce qu'il y a 60% du marché qui fonctionne et qui a d'autres vocations, projets, utilités que Bitcoin. Bitcoin, c'est quelque chose, c'est une technologie aussi révolutionnaire, et je pense que vous avez déjà entendu suffisamment de louanges à cet égard, mais il n'y a pas que Bitcoin. Donc blockchain, ce n'est pas que Bitcoin, c'est 40% en termes de valeur. En termes de technologie, on peut discuter des heures sur savoir quelle est la valeur de cette technologie, mais soyons conscients de ça. Alors, rappelons aussi que le Salvador vient de donner, a voté récemment une loi qui donnait comme monnaie légale le Bitcoin. Je ne sais pas si on se rend compte juridiquement de ce que ça représente, cette décision, mais il y a un excellent article de Pascal Guedon, si je n'estropie pas son nom, qui est un doctorant français qui a fait un papier là-dessus, qui explique très clairement les implications légales de cette reconnaissance du Bitcoin comme monnaie légale. Aujourd'hui, en Belgique, vous faites des transactions en dollars, pourtant le dollar américain n'est pas une monnaie légale en Belgique. Mais parce que le système a accepté et que c'est une monnaie légale aux États-Unis, on accepte de transiter en dollars. Demain, vous avez un pays qui accepte le Bitcoin comme monnaie légale. Est-ce que le Bitcoin est à côté du dollar une monnaie qui doit être acceptée dans les échanges commerciaux? Question. J'ai donc ce premier préambule fait, le point qui m'intéresse maintenant, c'est l'utilisation. Donc j'ai bon nombre de personnes qui me consultent parce que l'utilisation de la crypto-monnaie et crypto-actifs au sens général est rendue plus difficile pour toute une série de choses, essentiellement parce que le nombre d'acteurs économiques qui pourraient accepter des transactions en crypto-actifs ont différents freins moraux, légaux, réglementaires et autres. Et donc je pense que c'est une obligation de notre pays de faciliter l'utilisation de ces crypto-actifs, non pas en ouvrant les vannes et en laissant aller n'importe quoi, il faut réglementer, je suis conscient et c'est nécessaire, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont acheté des crypto-actifs à un moment X, qui veulent revendre ce crypto-actif à un moment Y, qu'ils arrivent à leur banque et qu'on leur dit « Monsieur, vous avez dit crypto, madame, vous avez dit crypto, on clôture votre compte, merci, au revoir ». Ça, c'est une réalité que vous devez bien comprendre, c'est que nous sommes, entre guillemets, face à un problème qui, je pense, juridiquement est assez important, notamment au regard du droit de propriété et au premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme. On dit à des gens, vous ne pouvez pas jouir de votre bien. Et c'est une réalité, je ne suis pas en train d'affabuler. Vous avez peut-être aussi entendu des histoires dans votre entourage. Et au niveau des banques, je pense que c'est très important. Il y a une circulaire de la Banque nationale belge qui a été publiée le 8 juin 2021 qui traite de la problématique de rapatriement de fonds depuis l'étranger. Et donc c'est dans le prolongement des DLU. 1, 2, 3, 4 maintenant, qui est devenue permanente, vous le savez. Et donc quand on lit cette circulaire, on se rend compte qu'il y a une peur incommensurable au blanchiment et au financement du terrorisme, la fraude fiscale, etc. Et c'est légitime. Le problème, c'est qu'on se rend compte que chaque banquier a une obligation d'avoir une documentation qui lui permet de définir si l'origine des fonds est raisonnablement licite. Et donc, c'est-à-dire que sur base de documents qu'on va transmettre à la banque, elle devra avoir des raisons suffisantes de se dire « ces fonds me semblent licites, donc j'accepte la transaction ». Aujourd'hui, au début 2021, il y avait des transactions qui pouvaient se faire avec des rapatriements, de manière générale, c'était la majorité. Aujourd'hui, maintenant, ça devient très, très compliqué, voire impossible. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse à la mise en place d'un système qui permettrait peut-être de donner beaucoup plus de clarification et de transparence aux citoyens. Je vais vers ma banque, qu'est-ce que je dois apporter, qu'est-ce que je dois faire, je ne le sais pas. La banque, parfois, va même rompre
les contrats et donc les comptes parce qu'on a peur, et je pense qu'il faudrait peut-être encadrer l'action des banques parce qu'elles prennent peut-être trop de liberté par rapport à l'application de cette directive anti-blanchiment transposée dans la loi de 2017. Et ce serait pas plus mal peut-être d'instaurer un cadre un peu plus réglementaire et structuré au niveau bancaire belge pour pouvoir permettre à chaque personne de se dire ben voilà, moi j'aimerais bien rapatrier de la crypto, qu'est-ce que je dois donner comme document, etc. Alors rassurons aussi chacun, la blockchain c'est un registre de transactions. Donc j'aimerais bien que les banques qui sont ingénieuses à mettre en place toute une série de systèmes pour contrôler, envoyer des rappels automatiques, etc., réfléchissent un petit peu à ce que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est une simplicité enfantine de démontrer l'origine illicite des fonds puisque vous avez un registre de l'ensemble des opérations et des transactions qui est publié sur Internet. Donc je n'ai même pas besoin de donner le moindre document, je montre l'entrée de l'argent, je vois le chemin qu'elle suit et je sais vous montrer la sortie. Et donc, technologiquement, c'est assez simple. Il faudrait mettre quelques développeurs qui vont essayer un petit peu de décrypter ces lignes de transactions parce qu'effectivement, ce n'est pas d'une lisibilité très grande, mais je pense que c'est assez simple. Et donc, il y a vraiment aussi, technologiquement, des choses très faciles à mettre en œuvre pour faciliter cette situation. Ça, c'est donc le point bancaire. Deuxième point, par rapport à cette utilisation, il faut aussi calmer les inquiétudes du secteur par rapport à la loi anti-blanchiment. Toutes les entités ne sont pas soumises à la loi anti-blanchiment et donc on devrait peut-être aussi communiquer en termes de certains secteurs. Je ne sais pas comment le faire et vous êtes plus qualifié que moi pour le faire, mais si un boulanger, un garagiste ou un plombier veut accepter des paiements en cryptoactifs, il n'est pas soumis à la législation anti-blanchiment. Et donc il pourrait, s'il le souhaite, accepter des transactions en cryptoactifs. Il faudrait donc faciliter ce système de législation qui existe, et il y en a. Hein, la commission des normes comptables a rendu un avis par rapport au traitement comptable de la détention de cryptoactifs depuis 2019. Donc, de nouveau, on a un ensemble de choses qui existent actuellement, et il faudrait un petit coup de rein, entre guillemets, pour pouvoir avancer vers quelque chose qui, je pense, serait tout à fait pertinent et efficace pour les acteurs de notre économie de manière générale. Donc, je conclus par, on accepte aujourd'hui des paiements en dollars ou en livres anglaises, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter des paiements dans d'autres types de monnaie ou autre chose, même au niveau civil, vous avez des dations en paiement qui existent, je n'invente rien. Premier point, donc l'utilisation. Le deuxième point, c'est la fiscalité. Alors, pourquoi est-ce que je fais cet ordre-là ? À mon sens, légiférer au niveau fiscal n'a aucun sens si on ne sait pas utiliser les cryptoactifs. Si je sais que je dois payer 33% d'impôts sur la plus-value que j'ai réalisée, mais que c'est impossible que je rapatrie mes fonds dans une banque, je ne rapatrierai pas mes fonds dans une banque et cet argent sera dans un wallet qui sera décentralisé, et donc on casse le flux de liquidité qui pourrait être apporté par ces investisseurs qui seraient peut-être tout à fait de bonne foi, qui ont acheté en 2014, 2015 de l'argent, avec de l'argent de l'épargne traditionnelle, et qui ont attendu que ça monte et qui vendent et qu'ils font une plus-value. Alors, vous avez en fiscalité un régime qui, je pense, est assez clair quand on lit les décisions du service de décision anticipée. C'est lors de la réalisation de la plus-value. Comme en bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné, donc on n'est pas taxé. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être, et je m'étonne que le SP Finance n'ait pas pris cette initiative de rédiger une petite circulaire pour clarifier les choses, parce que moi, je suis consulté de manière quotidienne par des gens qui me demandent comment est-ce que je dois faire et comment est-ce que ça se passe et ceci et cela. Raison pour laquelle je me suis permis de faire un e-book d'une vingtaine de pages pour un petit peu permettre à tous ces gens qui ont des questions de se dire, mais tiens, à quelle sauce je vais te manger, parce que l'État n'est pas capable de me dire comment je dois fonctionner. Et donc, de nouveau, je trouve que c'est assez dramatique que des gens doivent prendre les services d'un avocat fiscaliste un petit peu intéressé par la matière pour savoir comment ils doivent payer de l'impôt. Les gens demandent. Je suis prêt à payer de l'impôt, j'ai peut-être spéculé, oui, ou je suis bon père de famille. Donc, je pense que là aussi, il y a un travail à faire. Alors, aujourd'hui, le système fiscal, vous avez 3 catégories qui peuvent être définies. La spéculation et la réalisation de plus-value dans le cadre professionnel, la réalisation de plus-value dans un cadre spéculatif, donc revenu divers, et la gestion normale de patrimoine privé, donc bon père de famille.
Vous pouvez retourner le code d'impôt sur les revenus dans tous les sens, vous n'avez pas de définition de gestion normale du bon père de famille ou la gestion normale de votre patrimoine. Ça pose problème, parce que, et si vous consultez la jurisprudence, vous verrez que des situations relativement similaires trouvent des solutions distinctes en fonction de la juridiction saisie. Qu'on soit en Anvers, Mons ou Liège, on n'a pas nécessairement la même interprétation de la gestion normale du patrimoine privé, et ça pose problème aussi à mon sens. Alors, à l'égard de cette notion de gestion normale du bon père de famille, il faudrait aussi casser un mythe. Et là, j'insiste vraiment sur le bon sens de chacune des personnes qui m'écoutent. Un bon père de famille, lorsqu'il achète un actif, si c'est un actif non consommable, c'est nécessairement dans une optique d'investissement. Je ne suis pas un bon père de famille si lorsque j'achète un bien, j'espère qu'il va se déprécier. Toute personne qui achète un bien espère que ce bien ne va pas se déprécier, voire va augmenter de valeur, sauf la boîte de cornflakes qu'on va acheter le matin ou le pain qu'on prend pour se nourrir. Donc, cassons ce mythe que tout investissement fait par une personne est nécessairement spéculatif. C'est faux. Un bon père de famille est nécessairement quelqu'un qui va investir en vue d'avoir un rendement. Sinon, c'est un débile, et je m'excuse de le dire, mais si moi j'achète aujourd'hui un bâtiment immobilier en me frottant les mains en me disant j'espère que demain il va perdre de la valeur, je suis un débile, je ne suis pas un bon père de famille, je ne gère pas normalement mon patrimoine. Donc il faut casser ce stéréotype de la spéculation qu'est le principe. Revenons sur la base qui est de dire la gestion normale c'est le principe, la spéculation c'est l'exception. Et donc ça, peut-être qu'une clarification serait nécessaire au niveau fiscal. Alors au rang des solutions, je décris une solution dans ma note, mais qui aboutirait éventuellement à des absurdités, puisque si on met des seuils ou des plafonds en disant voilà, si vous réalisez au-dessus de tel pourcentage de plus-value ou au-dessus de tel montant de plus-value, vous êtes taxé parce qu'on considère que c'est de la spéculation ou pas, etc., etc. Ça pose des problèmes au niveau de la distinction de type d'actifs. J'achète un bitcoin en 2010, je le revends en 2022, je fais une très grosse plus-value parce que le marché est tel qu'il est. Je peux faire la même plus-value en matière immobilière, peut-être sur une période plus longue. Donc je pense que mettre des plafonds avec des seuils de dire là c'est la ligne rouge, là c'est la ligne jaune, etc., ça peut poser des problèmes parce que ça ne donne pas une très grande lisibilité et ça aboutit aussi, à mon sens, à une distorsion entre certains types d'actifs, et donc on va incidemment favoriser tel ou tel investissement dans tel ou tel type d'actifs. Et donc vous avez des régimes qui existent au niveau européen. Alors, est-ce qu'on crée une catégorie spécifique, actifs numériques, et donc un régime fiscal distinct de ce qui existe déjà? Donc, vous avez les revenus immobiliers, les revenus professionnels, revenus immobiliers, revenus divers, et on aura peut-être les revenus issus des actifs numériques. Je pense que notre système fiscal est déjà assez complexe. Prenez votre déclaration fiscale dans les années 2000 et regardez le nombre de codes qui ont été rajoutés depuis 2022. Arrêtons de complexifier les choses. Les gens en ont ras-le-bol. Et je pense que c'est aussi une volonté de notre pays d'aller dans quelque chose de plus lisible. Donc on pourrait simplement rajouter dans la catégorie revenus immobiliers les actifs numériques avec une définition qui serait reprise de MICA, où on va dire que tel et tel type d'actifs seraient des actifs mobiliers et donc taxables sur tel régime. Ça, c'est sur le point fiscalité. Le troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le cadre légal de l'innovation. On vous rabâche les oreilles en disant la blockchain c'est ceci, la blockchain c'est cela. Je pense que c'est un rabâchage qui est nécessaire. Les GAFAM sont ce qu'elles sont. Et peut-être que l'Europe, qui détient pas mal de talents, devrait réfléchir à se positionner sur ces questions-là. Parce que demain, si de nouveau on laisse aller les choses par principe de précaution, par ceci, par cela, il ne faudra pas râler que ce soit en Chine ou aux États-Unis que tous les acteurs sont. Et donc, il y a des initiatives légales qui existent. Je prends 2-3 exemples dans ma note, et j'en cite un, qui est notamment la reconnaissance d'une organisation autonome décentralisée, qui est quelque chose d'assez intéressant au niveau juridique. L'État du Wyoming, aux États-Unis, a reconnu à un contrat informatique, pour le dire simplement, la personnalité juridique. D'accord ? Et donc, on a d'abord donné cette possibilité-là à des acteurs de développer ce type de système. Je ne vais pas rentrer dans les détails en un quart d'heure, c'est pas possible, mais on a donné cette possibilité-là de donner une personnalité juridique et donc un cadre pour que les gens puissent travailler, puissent développer des projets. On a eu des petites corrections suite à cette loi votée dans le Wyoming. Et on continue, et donc on a des acteurs qui s'intéressent, et vous allez voir au Wyoming, il y a peut-être une augmentation des acteurs qui vont vers le Wyoming parce qu'il y a un cadre technologique plus favorable.
il ne faut pas avoir peur de recadrer les choses, je pense. Je fais du droit des sociétés depuis des années et depuis 2017, on avait par exemple une capacité dans le chef du ministère public de citer en liquidation judiciaire des sociétés qui ne déposaient pas leurs comptes pendant 3 exercices. Puis à un moment donné, on s'est dit, tiens, ça fait quand même beaucoup de sociétés dormantes, des coquilles vides, des sociétés fantômes, il y a eu de la presse qui s'en est mêlée, et le législateur en 2017 a dit, maintenant on va réduire le délai de 3 ans à 1 an. Mais voilà la démonstration que la réglementation peut évoluer et on va recadrer les éventuelles erreurs. Être paralysé, terrorisé parce qu'il y a des fraudeurs, il y a des pyramides de Ponzi, etc., ils seront toujours là et ils sont toujours là, ils seront toujours là. Le propre des fraudeurs, c'est d'avoir un temps d'avance sur la législation. Donc être paralysé par rapport à cette crainte qu'il y ait des abus, etc., je pense que c'est un non-sens. Et je viens de faire un billet sur le site de cryptomonnaie.be que je vous invite à aller lire parce qu'il y a de l'actualité traitée sous l'angle législatif. On arrive à une absurdité, à mon sens, où dans le texte qui a été voté la semaine passée par le Parlement, la FSMA estime qu'elle ne parviendra pas à contrôler des entités en dehors de la Belgique ou de l'Europe, et donc elle interdit le service donné par ces entités en Belgique. Alors moi, je me pose la question. Expliquez-moi comment la FSMA, qui n'arrive pas à contrôler ces entités, va pouvoir appliquer l'interdiction qu'elle a mise en œuvre. Expliquez-moi. Et donc, on ne sait pas contrôler et on interdit. Et je trouve que cette façon de réagir est complètement absurde. Ça n'a pas de sens. Et je vous invite vraiment à prendre le temps. Et je pense qu'il y a et ça, j'en terminerai par là, il y a un nombre incalculable de personnes qui sont bénévoles et entre guillemets qui ont envie de travailler dans ce système. Je prends Wallchain qui est une initiative wallonne. Il y a une ribambelle de développeurs, de gens intéressés par rapport à cette technologie qui veulent bien mettre la main à la pâte. Je crois qu'il y a des initiatives privées qu'il faut écouter et essayons, je pense, de travailler de concert ensemble pour pouvoir rentrer rapidement dans le rang. Je prends l'exemple de la France dans ma note. Une vingtaine de licornes. Les licornes, c'est des sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Dans ces vingtaines de licornes, il y a 2 entreprises qui sont des entreprises actives dans la crypto-monnaie et la blockchain. Voilà. Je pense qu'il y a une idée économique importante et il ne faut pas minimiser l'impact que ça aura sur nos sociétés. Dernier point qui me vient à l'esprit, et puis j'en terminerai, mais je répondrai aux questions éventuellement. Vous avez peut-être vu la semaine passée ING qui a décidé de supprimer 300 000 comptes en France parce que ce n'était pas assez rentable. Et donc, un des arguments qui est généralement soulevé par les pro-blockchain et crypto-monnaies et autres, c'est de dire la bancarisation des pays d'Afrique et d'autres secteurs. Je commence à me poser la question de savoir s'il va falloir aussi réfléchir à la bancarisation de certains européens, parce que si ING décide de clôturer des comptes de 300 000 personnes, est-ce que ces personnes-là arriveront à avoir un compte bancaire demain? Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que peu importe les partis politiques, parce qu'effectivement, il y a peut-être un aspect financier économique qui peut intéresser un certain nombre de partis politiques, mais de l'autre côté, il y a toute cette problématique d'accès de finances, de banques et autres qui me pose, moi, effectivement, un vrai problème quand je vois des décisions dans le chef d'ING. Voilà. Merci à vous. Merci déjà pour cette introduction effectivement très à la fois détaillée, même si on sent bien que vous auriez pu continuer encore un peu, comme vous l'avez dit, mais je trouvais que c'était quand même déjà très focalisé sur certains éléments et c'était très intéressant. Merci beaucoup. Ik geef nu meteen het woord aan professor Huben, dus van de Universiteit Antwerpen. Je hebt het woord. Dank u wel, voorzitter. Misschien heel kort nog ter aanvulling. Ik ben inderdaad professor aan de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in vennootschappen en kapitaalmarktenrecht en in die zin ook geïnteresseerd in cryptoactiva sinds 2015, toen Bitcoin wat bekender werd. En een van de redenen waarom ik hier vandaag zit is wellicht dat ik het Europees Parlement al 2 keer adviseerde over aspecten die verband houden met cryptoactiva in 2018 en 2020. Het nadeel van als tweede te spreken is dat er al wel wat zaken gezegd zijn.
Maar ik ga een beetje een andere benadering nemen, namelijk ik ga een helikopterperspectief nemen en zo cryptoactiva wat toelichten, maatschappelijke meerwaarde, potentiële risico's vanuit een Europees en Belgisch perspectief. En dat is eigenlijk dan een aanzet voor de vragen die nog zullen volgen. En ik lanceer ook een paar ideeën en dan denk ik dat we elkaar goed aanvullen. De titel van de voordracht die mij is meegedeeld was Ontwikkeling van cryptocurrencies in hun verschillende maatschappelijke dimensies. En ik kreeg op een gegeven moment ook door dat het ging over de gevolgen van Bitcoin voor de maatschappij. En het is eigenlijk wel goed dat die verwarring ontstond. Want dan kan ik, denk ik, nuttig verduidelijken, zoals mijn collega ook heeft gezegd, dat Bitcoin is wellicht het meest bekende voorbeeld en ligt ook aan de oorsprong van de markt van cryptoactiva sinds 2008. U kent dat wellicht. Hè? Er is een paper van de zogenaamde Satoshi Nakamoto die op het internet circuleerde. En tot op vandaag weet niemand wie die persoon is en of dat überhaupt wel één of meerdere personen zijn, een pseudoniem of what have you. Maar in elk geval op die tekst is de Bitcoin gebaseerd en sinds 2008 is er zeer veel gebeurd. Hè. Begin 2020 bestonden er al meer dan 5000 cryptoactiva, waarvan Bitcoin er maar 1 is. En mijn collega verwees naar meer dan 12.000, dus de markt is aan permanente groei onderhevig. Als je kijkt naar marktkapitalisatie, dan gaat dat over vele miljarden. De Bitcoin is nu dus maar één van de voorbeelden van een intussen veel breder fenomeen. En dat heeft voor een stuk ook te maken met de opkomst in het vorig decennium van die zogenaamde tokens. En dat brengt mij bij een onderverdeling van cryptoactiva. Als summa divisio kan je maken het onderscheid tussen cryptomunten enerzijds, die zich profileren als een alternatief betaalmiddel ten aanzien van overheidsgeld, en tokens anderzijds. En die tokens, dat zijn cryptoactiva die aan een houder bepaalde economische of gebruiksrechten of gebruiksrechten verlenen en typisch worden uitgegeven op een blockchain of een bestaand platform om kapitaal op te halen voor projecten. En in die zin zijn tokens meer een alternatief financieringsinstrument dan dat cryptomunten een betaalinstrument zijn. Dus je hebt de twee functionaliteiten aanwezig in de markt van de cryptoactiva. Vanuit overheidsperspectief, en dat is wel een goed forum om dat misschien even onder de aandacht te brengen, is de inzetbaarheid van tokens om overheidsbalansen te ontlasten interessant. En ik vestig uw aandacht op lopend onderzoek dat wij geïnitieerd hebben aan de Universiteit Antwerpen, precies daarover om na te gaan in welke mate het haalbaar zijn om cryptoactiva in te zetten voor de financiering van groen-blauwe netwerken, om zo de overheidsbalansen te ontlasten. Dat onderzoek is pas gestart en de finale resultaten worden verwacht over een aantal jaar, maar wij rapporteren permanent. Interessant is ook dat recente fenomeen van die NFT's, non-fungible tokens, dat zijn niet vervangbare tokens die op zichzelf staand uniek zijn en worden gebruikt om unieke momenten of werken, al dan niet met een link naar de werkelijke wereld vorm te geven en soms met aanzienlijke waarde. U ziet dat vaak in de kranten passeren, kunstwerken die in de vorm van een NFT zijn vormgegeven en die uniek zijn en zelfs soms enkel bestaan in de virtuele wereld. Ik ga hierna in op een aantal aspecten van cryptoactiva als betaalmiddel enerzijds en als financieringsinstrument anderzijds, met een poging om de positieve impact op maatschappij aan te stippen, maar ook met aanduiding van risico's die regelgevende aandacht verdienen. De cryptoactiva als betaalmiddel. Wel, in dat perspectief, en mijn collega heeft ernaar verwezen, heb je de extreme volatiliteit van bepaalde cryptomunten en Bitcoin is daar het beste voorbeeld van. Die waarde kan heel erg fluctueren doorheen de tijd. En dat heeft een effect op
de use case als betaalmiddel. Ook al is bitcoin ontstaan of geconcipeerd als een betaalmiddel, gaandeweg denk ik dat het fair is om te zeggen dat het ook uitgegroeid is tot een soort van beleggingsinstrument. Al dan niet speculatief. Minder geschikt voor doeleinden van betaling, omdat een bitcoin is op het ene moment, lang geleden weliswaar, een pizza waard en op het andere moment een herenhuis op de grote markt in Brussel. Om dat volatiliteitsrisico weg te werken zijn de zogenaamde stablecoins ontstaan, stabiele cryptomunten. Dat zijn cryptomunten die gelieerd zijn aan iets dat in de werkelijkheid bestaat en een waarde heeft, zoals bijvoorbeeld een andere munt, de euro of de dollar, maar dat kan ook een of ander actief zijn. En de befaamde Libra, die Facebook-munt, die uiteindelijk nooit in zijn initieel voorgenomen vorm is gelanceerd, was op die manier geconstrueerd. Om werkelijk te dienen als betaalinstrument dat wereldwijd kon dienen zonder dat volatiliteitsrisico. Maar de Libra, die nu hernoemd is naar de zogenaamde Diem-coin en nog steeds niet van de grond is geraakt, stootte van bij aanvang op beleidsmatige bezwaren tot op het niveau van de G20. Vooral omdat Libra via het netwerk van Facebook een mondiaal bereik kon hebben en daarmee daadwerkelijk een parallel muntcircuit zou kunnen creëren zonder, of parallel met het overheidsgeld, zonder dat er adequate mechanismen ter bescherming van de financiële stabiliteit en het monetair beleid bestonden. De Libra gaf meteen ook aanleiding tot denkoefeningen over digitale overheidsmunten, zoals de digitale euro, mee als tegenreactie op de mogelijkheid van zo'n private munt die wereldwijd zou kunnen worden ingezet als betaalmiddel. Wat zijn die digitale overheidsmunten? Dat zijn door de band genomen opgevat als de digitale opslag van monetaire waarde die een vordering op de centrale bank inhoudt en kan worden gebruikt om betalingen te verrichten. Dus dat is erg verschillend met die klassieke cryptomunten. Die digitale euro's die vertegenwoordigen een vordering op het overheidsorgaan centrale bank en zijn in die zin niet gedecentraliseerd, maar zijn afhankelijk van een centrale tegenpartij. Als een private stabiele cryptomunt op grote schaal zou worden uitgerold, maar dat is op dit moment dus nog niet het geval, zou dat maatschappelijke voordelen kunnen opleveren. Zoals potentieel verminderde transactiekosten, dat is ook gemakkelijk toegankelijk, waardoor financiële inclusie bevorderd wordt. Banking the unbankable, zegt men dan in het Engels. Maar toegegeven, men zou daarover verder onderzoek moeten doen om de waarachtigheid van die claims te kunnen verifiëren. En het is ook een aandachtspunt dat wanneer een private munt zou worden uitgerold die een groot bereik heeft, dat de risico's voor financiële stabiliteit, monetair beleid en gebruikersbescherming ook moeten in acht worden genomen. Nu, als privaat betaalmiddel staat de cryptomunt in mijn optiek niettemin nog in de kinderschoenen. In die zin dat cryptomunten wellicht vandaag nog niet tot het standaardpakket van de betaalmiddelen zijn gaan behoren. Althans in de legale economie. Wanneer we kijken naar de illegale economie, dan zijn er indicaties dat cryptomunten, in het bijzonder die munten die volledig anoniem zijn of op zijn minst pseudo-anoniem, waardoor eigenlijk de gebruiker wordt afgeschermd van de munt en het gebruik daarvan, wel, dat zijn een aantal kenmerken die gretig worden gebruikt om criminele transacties te financieren, geld wit te wassen, kapitaalcontroles te omzeilen, als losgeld te dienen bij gijzelingen, private gijzelingen, digitale gijzelingen enzovoort. En er is een onderzoek aan de andere kant van de wereld gedaan dat opleverde dat bijna de helft van alle jaarlijkse bitcoin-transacties aan illegaal gebruik zou kunnen worden gelinkt. En dat is toch
wel een frappante vaststelling, zeker als men weet, en mijn collega heeft dat gezegd, dat bitcoin weliswaar de markt niet meer domineert, maar toch nog een significant deel daarvan inneemt. Nu, we moeten in het licht van die wetenschap niet gaan panikeren. Daar zijn middelen. En in dit verband is de anti-witwasnormering uiteraard relevant. Anti-witwasnormering onderwerpt de onderworpen entiteiten, zogenaamde poortwachters, aan achtergrondcontroles, moeten hun cliënten identificeren en verdachte transacties melden aan de CFI. Nu, die regelgeving is ook relevant in de crypto-industrie. In 2018 onderwierp de Europese Unie cryptomunten aan de anti-witwasnormering en werden cryptobeurzen, althans zij die toelieten fiatgeld in cryptomunten om te zetten en vice versa, en crypto-portefeuillehouders als poortwachters aangeduid. En die normering werd in 2020 omgezet in België. Nu, daar zijn geen concrete cijfers over die effectiviteit van die normering, maar mee in acht genomen wat de internationale organisatie FATF, Financial Action Task Force, daarover zegt, is aannemelijk dat er toch nog flink wat blinde vlekken zijn in het systeem die wie van kwade wil zou zijn, kan exploiteren. Zoals bijvoorbeeld transacties via crypto-to-crypto-beurzen. Dat zijn beurzen die de inwisseling van cryptomunten in andere cryptomunten faciliteren. Of via tokens, want als je kijkt naar de definitie van virtuele activa, dan zie je dat die in de wetgeving alleszins de Europese beperkt is tot cryptomunten en dat die tokens daar nog niet onder resorteren. Nu, het is belangrijk dat dat wordt geremedieerd en het is ook belangrijk dat dat gebeurt op Europees niveau. En dus niet louter nationaal. Omdat je een grensoverschrijdende problematiek die cryptoactiva inherent met zich meebrengt, niet kan aanpakken effectief louter vanuit een nationaal beleid alleen. Dus enkel via een Europese aanpak en bij voorkeur ingebed in een internationale aanpak worden regulatoire gaten effectief gedicht. Want anders heb je regulatoire arbitrage en zullen zij die het niet goed voor hebben gewoon gaan waar het gemakkelijker is. En dat heeft voordelen ook voor de sector. Want als je de legitieme cryptosector, die absoluut niet te vereenzelvigen valt met dat crimineel gebruik, kan afscheiden van criminele gebruikers via onder meer anti-witwasnormering, dan is iedereen daarmee gebaat. Nog een punt dat in dit verband relevant is, denk ik dat je niet vanuit nationaal perspectief sneller mag gaan dan Europa en dat je absoluut moet Europees coördineren, omdat als je strenger bent dan wat Europa op dit moment gaat bepalen, dan moet je je ervan bewust zijn dat je voor de Belgische ondernemers actief in de crypto-industrie regulatoire nadelen gaat opleggen die in buitenlanden eventueel niet bestaan en daar zou ik niet voor pleiten. Nu, op dit moment zit Europa absoluut niet stil. Vorige zomer is het zogenaamde AML-pakket gelanceerd en daar zitten al een aantal bijkomende stappen in, zoals de aanscherping van het AML-pakket in verband met crypto en ook die zogenaamde travel rule, die noopt tot grotere transparantie over betalingsinfo bij cryptotransacties. Dus dat komt er naar alle waarschijnlijkheid wel aan. Nu, die vorige beschouwingen brengen mij bij het ecosysteem van de crypto-industrie die zich gaandeweg heeft ontwikkeld. Beurzen, peer-to-peer platformen, waarlangs transacties niet passeren, maar die gebruikers met elkaar in contact brengen. Makelaars, andere dienstverleners in verband met cryptoactiva, financiële of andere, die betrokken kunnen zijn bij de uitgifte van die cryptoactiva en de verdere distributie daarvan. Dus een heel ecosysteem. Dat is absoluut een legitieme activiteit met legitieme
actoren die op zoek zijn naar een rechtszeker kader om te ondernemen. En dat ontbreekt op dit moment nog. Aan de kant van de afnemers, de verkrijgers en gebruikers van cryptoactiva, heb je dan de vraag hoe kunnen we die adequaat beschermen? Bijvoorbeeld als consument, als belegger. Die bescherming is nu fragmentarisch, wellicht onvoldoende en ook weinig transparant. Mijn collega gaf het voorbeeld vanuit zijn eigen praktijk dat hij informatie ter beschikking moet stellen aan personen die bezig zijn met crypto. Wel, dat getuigt toch van een zekere gebrek aan transparantie, weliswaar in een beetje andere context. Nu, dus we hebben een noodzaak om gebruikers te beschermen. We hebben een noodzaak om ondernemers in die industrie een rechtszeker kader te geven. En dan heb je, denk ik, grosso modo 2 beleidsmatige aanpakken die mogelijk zijn. 1. Je gaat proberen die industrie onder te brengen in het bestaande regulatoire kader, zoals de regelgeving van toepassing op consumenten- en beleggersbescherming. Dat heeft als nadeel dat die concepten al even bestaan en niet ontworpen zijn met cryptoactiva in het achterhoofd en mogelijk niet technologie-neutraal zijn en die technologie die evolueert terwijl wij hier aan het spreken zijn. Daarom is die aanpak wellicht minder geschikt. Minstens geeft dat aanleiding tot soms gekunstelde interpretaties en weinig rechtszekerheid. Tweede optie, je gaat een op maat gesneden regulatoire kader ontwerpen, op maat van de industrie, proportioneel en rechtszeker, via een licentieregime, met waarborgen voor gebruikersbescherming en waarborgen tegen crimineel gebruik, waarbij dat laatste ook via anti-witwasnormering kan. De huidige aanpak in België is wat afwachtend. De crypto-industrie wordt benaderd vanuit de klassieke juridische concepten met rechtsonzekerheid als gevolg. In Europa staat men verder. Mijn collega verwees naar de MiCA-verordening die in de steiger staat. Die MiCA-verordening, zonder veel in detail te gaan, wil een licentiesysteem voor crypto-ondernemers implementeren, waarbij de betrachting is de industrie die nu niet onder het bestaande financieel recht valt, zoals de MiFID-regulering, de regels in zaken elektronisch geld, prospectusreglementering enzovoort, om die een rechtszeker kader aan te reiken met bescherming van gebruikers. En persoonlijk denk ik dat het weinig zin heeft om te proberen om die oefening te dupliceren vanuit een nationaal perspectief, maar wel natuurlijk om actief bij te dragen aan dat Europese debat, zodanig dat dat ook kan landen. Want er is absoluut, en ik herhaal mijzelf, noodzaak aan een rechtszeker kader, zodat ook zij die het goed menen in de crypto-industrie kunnen worden onderscheiden van zij die het slecht menen. En dat kan je doen via een combinatie van anti-witwasnormering en van licentieregimes, waarbij dat licentieregimes in C proactief zijn, preventief, omdat je bijvoorbeeld al markttoegang gaat filteren, en anti-witwasnormering, aangevuld natuurlijk met sanctionering van wie strafbare feiten pleegt, eerder ook wel preventief, maar ook een reactieve kant heeft. Voilà. Maar eigenlijk, en ik nader het einde van mijn betoog, eigenlijk zijn zelfs Europese aanpakken onvoldoende. Cryptoactiva zijn niet aan grenzen gebonden en moeten om effectief te worden genormeerd globaal worden benaderd. En daarbij is laaghangend fruit en België kan daarin voorop lopen om eens in kaart te brengen welke op globale schaal, welke monitoringprocessen van cryptotransacties op dit moment bestaan en hoe informatie wordt uitgewisseld tussen overheidsdiensten. Dat in kaart brengen, de systeemfouten daaruit halen, eerst identificeren, dan eruit halen, om zo op globale schaal te trachten het crimineel gebruik te filteren, effectiever te bestrijden. En ik denk dat dat belangrijk pionierswerk is, dat kan leiden tot echte oplossingen. Draagt bij tot de creatie van een rechtszeker ecosysteem voor legitieme crypto-ondernemers, doordat je de rotte filters gaat wegfilteren met de maatschappelijke meerwaarde van een betrouwbaar ecosysteem als gevolg en voor de sector, zij die het goed menen, ook het onderscheid, het duidelijke onderscheid ten aanzien van zij die het niet goed menen.
En zoals gezegd, hierbij spelen ook een rol die licentieregimes. En ik ben het eens met mijn collega dat het inzetten van verboden wat dit betreft wellicht een zwaktebod is. Er zijn andere manieren om hiermee om te gaan. Tot slot nog een kort woord over de onderliggende technologie. Men moet zich ervoor hoeden om technologische vooruitgang te dwarsbomen via regulering. De technologie waarop die cryptoactiva gebaseerd zijn is ruimer inzetbaar dan enkel munten en tokens. Die biedt potentie voor maatschappelijke meerwaarde via bijvoorbeeld optimalisatie van bedrijfsprocessen, overheidsprocessen, distributieprocessen, registratieprocessen enzovoort. En kan mogelijk zelfs worden ingezet ook ter bestrijding van de criminaliteit. Dus een duidelijk pleidooi om het crimineel gebruik van cryptoactiva door sommigen niet aan te grijpen om de onderliggende technologie als dusdanig als de schuldige aan te wijzen. De aanpak van crimineel gebruik en een betere bescherming van gebruikers liggen elders en zijn gerichter. Laat de technologie zich dus verder ontwikkelen en bijdragen tot België's innovatieve economie. Ik kom tot mijn conclusie, nog 30 seconden, waarde voorzitter. Cryptoactiva en de onderliggende technologie dragen bij tot innovatie, zijn inzetbaar voor de creatie van maatschappelijke meerwaarde. Die innovatie die kan het best gedijen in een rechtszeker kader voor crypto-ondernemers met waarborgen voor bescherming van legitieme gebruikers en sanctionering van criminele gebruikers als sluitstuk. Dat staat nog voor een groot stuk in de kinderschoenen. Verdere ontwikkelingen zijn gebaat bij een permanente dialoog tussen de verschillende stakeholders, waaronder overheid en sector, maar ook wetenschappers. En in die optiek stel ik mezelf ook graag ter beschikking voor verdere dialoog en al uw vragen. Dank u. Wel bedankt, professor Ruben, inderdaad. Ja, ik wist eigenlijk niet dat u al advies gaf aan onze collega's van het Europees Parlement, maar dat is nog meer welkom uiteraard. Comme il est 13h30, je propose de passer directement la parole à mes collègues de la salle et de Zoom. Ik heb u allemaal gezien. Ik zie 3 collega's. Dus ik ga het woord geven aan collega Geibels eerst. Ik ga per fractie grootte gaan. Collega Geibels, je hebt het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook aan de 2 sprekers. Bijzonder interessant vond ik het. Ik heb maar een paar korte vragen. Die Europese verordening die onderweg is, zou u daar, alles wat betrekking heeft op crypto, te reguleren, bankair en financieel, kan u daar een inschatting van geven hoe u dat ziet en in welke mate het doeltreffend gaat zijn? En dan zou ik het toch ook inderdaad positief willen benaderen vooral. En als we dan kijken naar de opportuniteiten van crypto, op het vlak van aantrekken van innovatieve bedrijven, hoe positioneren wij ons daar op dit moment ten opzichte van andere landen waar crypto misschien al meer omarmd wordt? Is er ooit bekeken of wij hier al opportuniteiten aan het missen zijn op dit moment? Dank u wel. Dank u. Ce que je propose, c'est que je fasse un premier tour de l'ensemble des questions des collègues qui demandent la parole. Et alors, je vous rends la parole pour pouvoir répondre. Vous distribuez peut-être un peu entre vous les réponses, mais voilà, c'est comme ça qu'on procède et c'est un peu plus efficace que si chaque fois on fait je dirais un question-réponse par collègue. Le collègue Vicaire avait demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour ces présentations. D'abord, je voudrais vous rassurer, nous ne sommes pas hermétiques à la technologie crypto. Moi-même, dans ma coopérative, nous mettons en place un système de crypto pour échanger des kilowattheures entre utilisateurs et entre producteurs d'énergie au sein d'une communauté d'énergie. Donc, vous voyez, c'est tout à fait différent, mais c'est pas de la crypto-monnaie, mais c'est une crypto-technologie en tout cas. Et ça marche sur la même technologie.
j'ai bien compris que le niveau européen semble plus intéressant au niveau législatif. J'ai bien compris aussi que vous regrettez que mes collègues économie aient chassé par peur finalement de faire perdre à nos concitoyens beaucoup d'argent à travers un système qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est aussi ça le problème pour les gens qui sont éloignés des technologies, c'est qu'ils rentrent dans un système où on leur vend un truc mirobolant et puis ils se retrouvent gros gens comme devant. Et je pense que c'est ça que mes collègues de la Commission économie ont voulu éviter. Et donc, évidemment que les geeks comme nous, hein, je vais envie de dire, on va pouvoir s'en sortir, mais enfin, 90% des gens ne sont pas geeks, et puis bon, parmi ces 90%, 30% ont des difficultés à jongler avec les technologies informatiques, et donc ces gens-là doivent être protégés de façon parfois dure vis-à-vis des technologies. Donc voilà, je peux comprendre mes collègues, même si je ne suis pas dans la commission économie, donc voilà, très bien. Moi j'ai une question, hormis le cadre européen, vous nous avez dit ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faudrait faire, mais hormis précisément ce qui est fait au niveau européen, est-ce qu'il y a un point sur lequel, une idée avec laquelle on doit sortir en se disant, oui, ça il faut faire au niveau belge, au niveau législatif, au niveau belge, voilà, c'est la seule question, le reste était très clair, merci pour la présentation. Merci, Monsieur Vicaire. Je ne sais pas si pour nos intervenants, vous devez considérer que nous sommes tous geeks dans cette salle. Je serais moins optimiste. On est tous très intéressés par la matière, mais je pense qu'effectivement, y compris dans les milieux du Parlement, je pense que de la pédagogie par rapport aux nouvelles technologies est tout à fait bienvenue et je me mets dans ceux qui en ont besoin. Donc voilà, juste pour préciser, pour faire un clin d'œil évidemment, parce qu'on a eu déjà, je crois que la première présentation, on est venu nous expliquer, et c'était tout à fait nécessaire, hein, la technologie du blockchain justement avec des, je me rappelle encore, avec des petits, ouais, c'est ça, des cubes qui se mettaient les uns sur les autres, donc on avait l'impression effectivement de retourner en classe, mais honnêtement, c'était en tout cas pour ma part nécessaire. Ik zie de collega Verduikt. Sorry, ook de collega. Ik zie twee collega's. Kreelmans, eerst collega Kreelmans en dan collega Verduikt. Ik probeer de fractieorde te respecteren. Ja, dank u meneer de voorzitter. Voor we dit parlement misschien starten met lessen over blockchain is misschien basiskennis computer ook wel eens een idee. Voor een aantal collega's en medewerkers, maar dat volledig terzijde. Meneer Ernot, u had het op een bepaald moment over angst voor witwaspraktijken door financiële instellingen, door banken, door een gebrek aan transparantie, zal ik maar zeggen. En u pleit voor meer transparantie bij het repatriëren van crypto. En u stelt dat dat technisch vrij eenvoudig is. Ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Maar wat ik mij wel afvraag, is of die beoogde transparantie niet wat in tegenspraak is met de aantrekkelijkheid van cryptomunten. En dan weten we allemaal waar ik op doe, denk ik. Is die beoogde transparantie, is die eigenlijk überhaupt wel haalbaar? En het is niet zozeer over het praktische element ervan, met registers en dergelijke meer. Maar zou dat de aantrekkelijkheid van crypto niet enigszins doen instorten? Dat is een eerste vraag die ik voor u had. Dan had ik eigenlijk een vraag voor de beide heren, maar professor Houben heeft die al beantwoord eigenlijk, of toch onrechtstreeks beantwoord. Ik trek persoonlijk het nut, of beter de praktijk van cryptomunten, of van crypto als betaalmiddel, wel wat in twijfel, want in de praktijk zien we toch dat het overgrote merendeel van mensen die zich bezighouden met crypto, dat toch eerder om speculatieve redenen doet. Hè. Ook aan de aanbodzijde zien we trouwens in de economie dat het aantal aanbieders dat crypto aanvaardt, en het belangrijkste voorbeeld, of het meest in het oog springende voorbeeld, is dan Tesla, die het de ene keer wel doet en de andere keer weer niet, en dan weer wel Bitcoin gaat aanvaarden. Maar we zien tot het aantal aanbieders dat het in de praktijk aanvaardt, dat toch heel beperkt is, laat staan dat het de bakker op de hoek is, of om de hoek is liever, zou ik maar zeggen. Nu, ik zou dus zelf cryptomunten in de praktijk eerder gaan definiëren als een soort van crypto-aandelen, crypto-beleggingen. Noemde, ik denk professor Houben het, maar ik had dus ook nog eens graag de mening ter zake van meneer Ernot liever gehoord. Dan een derde vraagje is
of een derde vraag is heel breed, denk ik. De fluctuatie in de waarde van cryptomunten, is dat eigenlijk net niet wat de doorbraak in de reguliere economie bezighoudt. Technisch zie ik niet echt veel problemen. Ook digitaal betalen, zoals we het vandaag allemaal al kennen. Dat is toch wel vrij ingeburgerd, denk ik, in de echte wereld. En het is praktisch komt het eigenlijk enkel aan, ook wat cryptomunten betreft, op het passen van de betalingsplatformen. Wat volgens mij de dagelijkse, of de doorbraak als echt dagelijks betalingsmiddel tegenhoudt, is meer de grote fluctuatie in waarde. En hoe zien jullie dat al? En is eigenlijk de sector daarvoor al volwassen genoeg? En dat sluit dan eigenlijk wel wat aan bij mijn tweede vraag over hoe we crypto moeten gaan zien als betaalmiddel, of eerder als belegging, als een soort van aandeel. En dan voor professor Haber heb ik nog een specifieke vraag. U zegt, regulering moet op wereldschaal worden aangepakt. Nu staat mij toe van dat toch, hoe graag je het ook zou hebben, vermoedelijk een beetje een utopie te vinden. Want zolang we ergens het spreekwoordelijke dorpje hebben op deze planeet waar je weg kan met crypto, is er een probleem. Dus concreet, het is misschien een zeer brede vraag. Ik zou het misschien graag hebben dat het kan gereguleerd worden op de een of andere manier. Maar heeft crypto-reguleren eigenlijk wel zin? Zolang we bij wijze van spreken niet met een wereldregering zitten en een world peace, om het dan maar met bekende zinsneden te zeggen, is dat eigenlijk wel doenbaar? En als u dat doenbaar acht, op welke termijn ziet u dat dan mogelijk? Dat was het wat mij betreft, voorzitter. Ik geef u graag het woord terug. Ja, dank u collega. En ik wil ook graag herinneren voor de vertaling dat u een gepaste headphone gebruikt, alstublieft. Meneer de voorzitter, ik heb een zeer goed exemplaar van Razer. Dat is niet voor mij, hè? Maar oké. Nee, ik heb daar bij de token zelfs nog nooit klachten voor gehad, eerlijk gezegd. Oké, maar het is voor de de medewerkers die de vertaling doen, hè, dat ik over heb. Oké, maar ik zie de collega Verdijk nu met zijn headphone die het woord wil nemen. Collega. Dank u wel, voorzitter, en dank u aan de twee sprekers. We hebben al heel wat sprekers gehad. En bij voorgaande sprekers, een van de liefhebbers of een echte fan van Bitcoin, die kwam met het verhaal, ook de ontstaansgeschiedenis, die dan tegen ons zei van kijk, het was een revolutionaire vernieuwing, ver weg van het traditionele bankensysteem. Daar wou men echt ver van weg blijven. We hebben die eigenlijk niet meer nodig. Nu, als ik meneer Ernot vandaag bezig hoor, en ik ga absoluut de banksector niet verdedigen, want het voorbeeld van ING is inderdaad een terecht voorbeeld dat hij eraan had. Maar uit uw tussenkomst blijkt wel dat u zegt, ja, er is vandaag wel een probleem. Hè. Als banken inderdaad die coins niet willen omzetten naar traditionele munten, dan is er wel een probleem. Dus is dat toch wel een beetje een dubbele boodschap die ik hier in de verschillende hoorzittingen dan krijg. Want u zegt, ja, banken hoeven zich geen zorgen te maken. Hè. De blockchain is eigenlijk een register en dat zorgt ervoor dat er heel transparant is. Men kan zien van waar die gelden komen. Dat is ook wat ik de voorstanders hier altijd hoor zeggen. Maar ik heb ook tegenstanders horen zeggen van ja, maar nee, er is wel degelijk een probleem, onder andere met dat witwassen. En ook uit de tussenkomst van professor Hoebe begrijp ik toch ook wel dat daar toch zich wel wat problemen stellen. Dus ik vraag me een beetje af wat het nu is. Zijn die banken terecht dan ongerust of overdrijven zij volgens u? De tweede, meneer Ernot, neemt u het eigenlijk op voor de kopers van bitcoin of van cryptomunten. En u zegt, ja, dat zijn degenen die heel graag belastingen willen betalen. Ik heb me altijd afgevraagd, waar zitten ze? Degenen die graag belastingen betalen, wel, we hebben ze gevonden. Maar nog meer zegt u ook van, kijk, we moeten van dat stereotype af dat mensen investeren in bitcoin of andere cryptomunten met als drijfveer enkel speculatie. Hè? U zegt, elke investering die een goede huisvader doet, heeft die bedoeling. En u geeft als voorbeeld de bouw of de aankoop van een woning. Maar ik zie daar toch wel een verschil. Hè. Ik heb zelf ook een woning ooit gebouwd en ik heb dat gedaan, die investering, in de hoop misschien dat ooit die woning meer opbrengt, maar vooral om mijn gezin een comfortabele plaats te geven om te leven. En ik heb ook met die bouw van die woning heb ik ook aannemers gehad, ik heb vaklui gehad en op die manier ook bijgedragen aan de economie. Dus als u die twee vergelijkt, vraag ik me toch af, en dat is een vraag die ik me al heel lang stel, die economische meerwaarde van die bitcoins of van die cryptomunten, waar zit hem daar? Waar zit dat economisch belang dan als u dat vergelijkt met dat soort investeringen?
Want mevrouw Gijbels zegt van ja, zijn er opportuniteiten die we missen in die sector? Ja, ik weet niet of daar veel werkgelegenheid mee gemoeid is, maar misschien kan u mij daar toch inzichten over geven. Bij professor Hoebe, ja, u geeft inderdaad aan van kijk, enerzijds dat alternatieve financieringsmechanisme, dat vind ik wel een interessante gegeven. En anderzijds de cryptomunten als betaalmiddel. Net als mijn vorige spreker heb ik daar toch mijn twijfels bij. Want u zegt ja, al dan niet speculatief. Ik moet zeggen, alle bezitters van cryptomunten die ik tot op heden gesproken heb, gaat het enkel alleen over dat aspect. En alle online reclame en alle reclame die ik zie passeren rond deze munten, wordt dat aspect, het speculatieve aspect, vooral in de kijker gezet. Dat is misschien dan ten onrechte, maar dat is wel hetgeen dat ik vaststel. En wat ik me afvraag is, als u dan zegt van ja, de cryptomunten als betaalmiddel, waar zou dan, want op zich ben ik niet tegen vooruitgang en ik zie vandaag veel vooruitgang. Ik zie vandaag heel veel digitech, ik zie Payconic, ik zie PayPal, ik zie Apple Pay, ik zie heel wat systemen verschijnen die natuurlijk gelinkt zijn aan de traditionele munten. Maar waar zouden dan die systemen in tekort kunnen zodanig dat we toch die cryptomunten zouden nodig hebben als een betaalmiddel? Dan, u heeft het over die stablecoins. Ik moet zeggen, begrijp ik dan dat u zegt die stablecoins is eigenlijk een beetje de brug tussen de klassieke munt en bijvoorbeeld de bitcoin. Dat zit daar ergens tussenin. En hoe verhoudt zich dat dan tot dat digitaal overheidsgeld? Wat zijn dan de verschillen toch tussen die stablecoins enerzijds en bijvoorbeeld straks een digitale euro? Dat is voor mij nog een beetje een vraagteken. Tot slot, ja, het verhaal van de Libra of Facebook, waarbij u zegt van kijk, een private munt zou als voordelen kunnen hebben, minder transactiekosten, toegankelijker voor de gebruikers. Maar uiteindelijk is Facebook toch ook een winstgedreven organisatie en ik zie niet in waarom dat zij anders zouden ermee omgaan als bijvoorbeeld een bank. Dat zijn alle twee bedrijven die toch winst willen maken. Dus waarom zouden we dan meer vertrouwen moeten hebben in bijvoorbeeld zo'n private munt? Ik heb daar toch mijn twijfels bij. Dat hoort u waarschijnlijk aan mijn vraag. Misschien als allerlaatste, ja, u houdt een pleidooi voor een stevig regulatoire kader, waarin u zegt dat op die manier kunnen we de witwaspraktijken aanpakken, kunnen we beter in kaart brengen wie zit waar, wie houdt zich waarmee bezig. Dat staat natuurlijk wel heel ver af bij hetgeen waar ik daar straks mee begonnen ben, bij dat ideaalbeeld waarvoor de bitcoin indertijd begonnen is. Dat is toch een vaststelling die ik doe, wat niet belet dat ik inderdaad met u eens ben dat er wat dat betreft betere en duidelijke regels zouden komen. Meneer de voorzitter, ik ga moeten vertrekken, want ik heb ook een hoorzitting over de nieuwste generatie kerncentrales. Dat is ook een heel wetenschappelijk vraagstuk, maar ik ga uiteraard de antwoorden van beide sprekers met heel veel interesse nalezen in het verslag. Dank u, collega Verduikt. Pour ma part, j'avais aussi quelques questions, mais je vais aller rapidement parce qu'elles ont déjà été posées par d'autres collègues. Effectivement, toute la, je dirais, langue d'attaque autour de l'alternative que peuvent offrir les crypto-monnaies au système bancaire et financier traditionnel. Je pense que c'est vraiment une source de réflexion importante, que ce soit pour les citoyens, mais vous l'avez dit, l'exemple qui n'aurait plus d'autres solutions, mais je pense aussi à des entreprises, je pense aussi à des coopératives, je pense aussi à tout système, d'ailleurs associatif en fait, de personnes qui joignent leurs efforts et qui sont effectivement, pour diverses raisons, trop souvent exclus du système, je dirais, bancaire ou financier classique. Et là, je pense qu'effectivement, avec les balises nécessaires, en tout cas le système de blockchain peut clairement constituer une réponse, avec évidemment les balises nécessaires. Comme je le disais, j'étais aussi intéressé à en savoir plus sur le stablecoin, qui apparemment pourrait potentiellement être une option. Je ne sais pas si on doit aller vers la législation du Salvador. Hein, j'avais aussi bien noté la nouvelle mesure assez en tout cas révolutionnaire, si on peut dire, qu'ils ont prise. Mais en tout cas, je pense que ça doit être une potentialité, ou en tout cas, il faut pouvoir le prévoir en termes en tout cas d'encadrement législatif. Je pense que ça, c'est important. Enfin voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais vous laisser, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez essayer au mieux de vous répartir les réponses. Si vous souhaitez compléter la réponse, évidemment, de l'autre interlocuteur, il n'y a pas de problème, hein, soyons clairs. Voilà, donc Ixal Miskin, je vais peut-être inverser l'ordre de tout à l'heure. En Ixal Miskin eerst het woord dan geven aan professor Hoeben voor de verdere antwoorden.
Ja, dank u wel. Waarde leden, voor al uw vragen en uw opmerkingen die zeer interessant zijn. Ik ga proberen in vogelvlucht op de meeste vragen te antwoorden. Mijn collega zal dan wel kunnen aanvullen. Er is een vraag gesteld over hetgeen Europees op ons afkomt en de inschatting hoe wij dat zien. Gaat dat een effectief kader zijn? Wel, de bedoeling is om een rechtszeker betrouwbaar kader te creëren voor crypto-ondernemers met gebruikersbescherming. Ik ben daar wel optimistisch en positief over. U moet wel weten dat dat kader zal bestaan los van het bestaande kader. Dus je hebt al een heel regulerend kader in zaken financiële producten, financiële instrumenten. Ik verwees er naar MiFID enzovoort. Dat blijft gewoon bestaan. Het gaat over die instrumenten die daar buiten vallen. Die worden gereguleerd via zo'n licentieregime type MiCA. Maar dat zal wel helpen om dat ecosysteem bijkomende legitimiteit te geven, plus optillen naar betere niveaus van goed bestuur enzovoort. Hoe positioneren wij ons qua innovatie? Vanuit juridisch perspectief heb ik de indruk dat België afwachtend is en eigenlijk geen grote initiatieven neemt. Toch geen initiatieven die fundamenteel zijn om op het vlak van of we nu innovatief zijn of niet. En is dat slecht? Wel, ik vind het beter dat het zo is dan dat men initiatieven neemt die de innovatie zouden kelderen. Nogmaals, het verbieden is dan een zwaktebod. Dus een afwachtende houding is op zich niet slecht, zij het dat op termijn er een rechtszeker kader moet komen en dat België daar mee de schouders onder kan steken op Europees niveau. Dan was er een vraag, wat kunnen wij nu vanuit België doen? Noem één ding. En ja, ik ben misschien een beetje biased als wetenschapper aan de Universiteit Antwerpen, maar ik denk dat we bijkomend onderzoek kunnen faciliteren om meer kennis en kunde over cryptoactiva te bekomen en ook te verspreiden, zodanig dat er ook daarover meer transparantie bestaat. Dan was er een volgende vraag over het nut van cryptoactiva en er wordt dan verwezen naar dat is toch allemaal of een groot stuk speculatief en je kunt er bij wijze van spreken in de Carrefour toch niet mee betalen. En dat is juist, denk ik. Een van de vooruitstrevende punten is wat ik in mijn betoog aanhaalde op het einde. Wel, je hebt die onderliggende technologie die veel breder inzetbaar is dan die munten die maar een voorbeeld zijn van techniek die daarop draaien. Plus wat die technologie toelaat is een verregaande disintermediatie. Dus eigenlijk tussenpersonen elimineren. En dat is natuurlijk een beetje angstwekkend als jij zo'n tussenpersoon zijt. Bijvoorbeeld de bank. Maar een van de aandachtspunten naar de toekomst toe zal toch zijn de zogenaamde DeFi, Decentralized Finance, waarbij dat men die disintermediatie ook bij financiële transacties zal mogelijk gaan verder ontwikkelen. Ook de zogenaamde tokenization is iets wat waardevol kan zijn. En ik verwijs naar het voorbeeld dat ik gaf van het onderzoek dat wij op dit moment voeren. Als je cryptoactiva kan inzetten als een legitiem financieringsinstrument, voldoende omkaderd om overheidsbalansen te ontlasten, dan denk ik dat dat een goed idee kan zijn. Om maar één voorbeeld te geven. Fluctuatie heeft een impact op de doorbraak als betaalmiddel van die cryptoactiva. Ja, dat is absoluut juist. En daarom zijn die stablecoins ontwikkeld. Dat zijn private initiatieven, die stablecoins. En de tegenreactie van de overheid was om
daar de digitale munt tegenover te stellen, om ergens de controle te behouden op de geldmarkten. Dus het probleem van fluctuatie wordt ondervangen door stablecoins, of dat is althans de betrachting. En als je natuurlijk een digitale overheidsmunt type digitale euro zou lanceren, dan is dat eigenlijk een soort van variant ten aanzien van wat dat we nu hebben. Het cashgeld bijvoorbeeld. Maar dan wel onder het beheer van de ECB. Dus dat is het fundamentele verschil en dat is dan denk ik ook een antwoord op een van de andere vragen die is gesteld. Die stablecoins, dat zijn privé-initiatieven waarbij dat je finaal als gebruiker een claim kan hebben op een private onderneming die ook failliet kan gaan, dus er kan op dat moment niks meer overschieten. Terwijl dat je met een digitale overheidsmunt de overheid als tegenpartij hebt en die kan althans in principe niet insolvent worden en heeft dus bijkomende, minstens theoretisch, waarborgen van betrouwbaarheid wat dat betreft. Ja, er is ook gerefereerd naar een vorige uiteenzetting, waar wij dan uiteraard niet op aanwezig waren, waarin dat de desintermediatie ten aanzien van banken werd bepleit. Banken zijn niet meer nodig. En ik denk dat dat een van de redenen was in 2008, waar crypto op gebaseerd is, echt die tussenpersonen eruit krijgen. Desintermediatie. En nogmaals, die decentralized finance zit een beetje daarop te paard ook. En eigenlijk ook de digitale euro. Want als je via een digitale euro gebruikers toestaat om rechtstreeks middelen te gebruiken die een claim geven op de centrale bank, dan gaat je banken voor een stuk ook desintermediëren. Maar op dit moment zitten banken nog in het ecosysteem en die zijn zich natuurlijk, en dat is ook zeer terecht, compliance bewust. En het gebrek aan regelgeving leidt ertoe dat men argwanend kan zijn en dat de compliancekosten te hoog worden. En dan neemt men mogelijk ook op die gronden een opportuniteitsbeslissing die niet noodzakelijk ingegeven is door juridische redenen, maar het kost gewoon te veel om het allemaal te gaan bemeesteren. Het is te moeilijk om aan de informatie te geraken. Dat kan een beleidsbeslissing zijn, een ondernemingsbeslissing die banken potentieel zouden kunnen nemen. Plus, het is ook geen geheim dat de bankentoezichthouders zijn ook geen grote fans van het aanhouden door banken van cryptomunten op hun balansen en straffen dat ook af wat betreft het eigen vermogen van banken. Welke vragen heb ik dan nog niet? Ja, misschien dan nog de laatste en dan laat ik het aan mijn collega om aan te vullen. Staat de regulering van cryptoactiva en eigenlijk niet haaks op het hele idee van cryptoactiva. Cryptoactiva zijn indertijd hebben het licht gezien om als een soort van wantrouwen ten aanzien van de overheid en ten aanzien van de klassieke tussenpersonen zoals banken. Dus als je, denk ik, vraagt aan een van de aan personen die aan de wieg stonden van het hele gebeuren, van hoe sta je tegenover regulering, dan denk ik dat het antwoord duidelijk is. Dat is niet de bedoeling. We willen net ontsnappen aan het hele ecosysteem van de regulering. Maar voor de houdbaarheid op de langere duur en de inzetbaarheid in functie van maatschappelijke noden is regulering gewoon absoluut noodzakelijk. Er is geen alternatief. En er zijn nu nog altijd personen vanuit de sector die zeggen, je kunt dat niet regelen. Dat is gedecentraliseerd, dat is niet bestemd om geregeld te worden. Ja, maar recht gaat over de ordening van de maatschappij en daar is ook iets voor te zeggen. Tot daar mijn interventie. Dank u, professeur, maître Ernat. Merci.
Pour rebondir sur cette problématique, effectivement, il y a peut-être une contradiction entre le fait d'aller voir les banques pour pouvoir rapatrier de la liquidité. Je pense que cette réflexion découle d'une incompréhension qui est tout à fait compréhensible, celle-là, du système. Il ne faut pas confondre anonymat, secret. Quand vous êtes sur une blockchain, vous avez une liste de transactions entre une adresse X et une adresse Y. Personne ne sait dire à qui appartient l'adresse X et à qui appartient l'adresse Y. Ça, c'est l'anonymat. On a un registre, mais on ne sait pas qui est derrière l'adresse. Quand moi, je viens à la banque et que je dis « je suis possesseur de cette adresse, j'ai versé 100 € en 2010, voyez donc l'entrée de liquidité sur cette adresse qui va acheter du bitcoin, de ceci ou de cela, je vais faire peut-être des opérations et puis j'ai une plus-value qui arrive à un moment donné après X années et j'aimerais bien rapatrier cette liquidité ». Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. C'est simplement qu'aujourd'hui, le système est dans une phase transitoire et je suis obligé de pouvoir rapatrier ma liquidité obtenue grâce à des investissements intéressants ou en bon père de famille, que sais-je. Et rassurez-vous, il n'y a pas que la spéculation, puisque quand on lit la majorité des décisions qui sont prononcées par le service des décisions anticipées, ils vont tous vers une décision de dire, alors tous, j'exagère, hein, il y a peut-être évidemment une minorité qui... Mais on va vers à chaque fois un investissement en bon père de famille. Donc, il ne faut pas mélanger l'anonymat, le secret et l'identification. Aujourd'hui, la blockchain, elle est anonyme à plusieurs égards, et c'est lorsqu'une personne va vers la banque et qui se définit comme étant le propriétaire de cette adresse et qui demande le rapatriement, et là, il y a effectivement le matching qui se fait. Alors, la deuxième chose, les use cases, les cas d'usage par rapport à la spéculation... J'aimerais bien qu'on arrête aussi. Vous avez un collègue à vous qui vient de vous expliquer qu'il est en train de faire une coopérative dans le secteur de l'énergie en utilisant de la crypto. Enfin, sortons de ce stéréotype un peu trop simple, je pense. Mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de protocoles qui sont autre chose que de la spéculation. Donc, votre collègue vient de donner un exemple. Je pense que la messe est dite. Il y a d'autres choses que la spéculation. La troisième chose, on a parlé des stablecoins. Ça, c'est effectivement un sujet qui est très intéressant. Ne tombons pas non plus dans le travers intellectuel. Un stablecoin est aujourd'hui un jeton adossé à une valeur échangé en contrepartie d'un actif. Donc, je paye $1, je reçois un stablecoin d'$1. À titre personnel, je trouve ça une aberration, puisqu'en réalité, on reproduit ce qu'on connaît. On confie la production monétaire à une autorité centrale. Sauf que, vous le savez tous, le bilan des banques centrales aujourd'hui ne fait qu'augmenter la production monétaire et on crée de l'argent de rien. Et donc ici, on a un système un peu semblable, un peu similaire en termes de production d'argent. Donc on confie à une autorité centrale la production monétaire en échange d'un actif. Il existe des protocoles, le Luna Terra, la blockchain Terra, qui est un protocole qui émet des stablecoins décentralisés et qui donc est algorithmique et garde sa valeur avec des processus assez financiers assez importants. Et ça, je pense que c'est l'avenir, il faut y réfléchir. Mais donc, pensons-y aussi à ce type de stablecoin qui permettrait éventuellement d'être utilisé comme monnaie de paiement. Alors, une autre question a été posée par rapport à, de nouveau, ce processus de spéculation et la référence qui a été faite à l'expérience de ce député, de dire ben, « moi j'ai fait construire une maison ». Mais j'ai envie de vous dire, malheureusement, et je ne le vois pas à l'écran, mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une maison et de se faire construire une maison. Grâce aux crypto-monnaies, à certains protocoles, on peut investir à partir d'€1. Et donc, il y a peut-être des gens qui, aujourd'hui, en voyant le taux d'inflation qui nous est annoncé par les banques, en ont peut-être un petit peu ras-le-bol de voir que chaque année, ils perdent 5% de la valeur de leur argent. Je prends un cas qui, moi, me marque depuis toujours. Quand j'avais 12 ans, j'allais chercher un pain, il coûtait €1. Ce même pain, aujourd'hui, coûte 2,50 €. Alors, on va me dire que c'est normal, mais oui, mais économiquement parlant, etc. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que les gens n'ont peut-être pas la possibilité d'acheter une maison et de faire construire et qu'ils pourraient aussi diversifier autrement leur argent durement gagné. Et je pense qu'une des visions des cryptoactifs, c'est dans ce sens, c'est de peut-être essayer de donner d'autres manières d'entrer dans l'investissement à toute une série de personnes. L'euro numérique aussi, on en parle évidemment, Mme Lagarde au sein du FMI en parle énormément. J'aimerais quand même attirer votre attention sur les propos d'un financier ou je ne sais plus de quel organe en Russie qui a quand même vanté les mérites de cette monnaie numérique émise par les banques centrales en disant maintenant grâce à ça vous allez pouvoir éviter que vos enfants mangent de la junk food. Donc c'est-à-dire qu'on va réussir à bloquer sur le wallet de ces enfants mineurs l'utilisation de cet argent dans des Quick, des McDonald's, des Burger King. Vous voyez les dérives? Et on est en train d'essayer de nous faire croire, aujourd'hui, que ça, c'est la solution de l'avenir
Mais je vous dis attention, 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 George Orwell, nous voilà. Et dernier point au niveau de la question de madame par rapport à l'innovation en Belgique, vous avez quand même une société qui s'appelle Ngrave qui vient de recevoir le prix du meilleur wallet, donc une clé USB qui permet de stocker de la crypto-monnaie. C'est une société belge qui a reçu le prix l'année passée du meilleur wallet hardware au monde. Voilà un cas d'usage d'une entreprise qui se démarque par rapport au monde. Il y a un pendant qui peut être fait en France, c'est la société Ledger qui a redéployé un secteur économique dans une région de la France qui était un peu sinistrée au niveau financier. On a réouvert des usines, on fait travailler des gens. Et donc je pense qu'effectivement, il y a des cas d'application et il y a des sociétés en Belgique qui existent dans le secteur de la blockchain qui permettraient de donner du travail et des potentialités de développement et d'innovation. Donc voilà pour les petites questions un peu particulières. Et alors l'avis sur MiCA, je pense que ça c'est quand même important parce qu'effectivement la question de savoir est-ce qu'il faut légiférer au niveau mondial, au niveau européen, au niveau belge, etc. L'avantage de MiCA, c'est qu'il donne un cadre européen de catégories. On peut recenser, je crois qu'il y a dans MiCA 8 voire 10 types de crypto-actifs. Preuve en est encore, il n'y a pas que Bitcoin. Il y a les cryptoactifs, les jetons utilitaires, les jetons security, enfin bref, vous irez lire si vous avez le temps. Mais je pense que l'intérêt de MiCA, c'est de donner des classes et des catégories de cryptoactifs pour pouvoir ensuite permettre aux États membres éventuellement de légiférer par la suite. MiCA ne dit pas il faut faire ça, il faut taxer comme ci, il faut faire comme ça. Il donne un cadre effectivement pour l'émission de ces jetons, mais partons peut-être de ce cadre avec une définition qui va être très vraisemblablement votée au niveau européen pour pouvoir tabler sur une législation à l'avenir en Belgique et comme M. Houben le disait tout à l'heure, interdire, etc. c'est un aveu de faiblesse. Prenons nos responsabilités et proposons quelque chose d'assez innovant. La Belgique l'a fait, regardez la biotech en Belgique, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus et aujourd'hui on a des sociétés qui sont des fleurons au niveau mondial avec un développement et je pense qu'il faut tabler sur nos forces. Il y a des années c'était l'industrie lourde, après on a eu la biotech et essayons maintenant de se placer dans l'industrie de la blockchain où je pense qu'on a des centres de formation et de la performance en Wallonie et en Belgique de manière générale. Voilà. Merci pour toutes ces réponses. Je vais devoir clôturer le débat ici vu on vient de dépasser un peu d'ailleurs le temps. Je voulais juste voir si vous pouvez rappeler le nom de l'entreprise que vous avez citée parce que je n'ai pas réussi à le noter, qui a gagné le prix du wallet. Ngrave. Ngrave. En un mot, ouais. Ouais. Ce serait intéressant le cas échéant. Enfin voilà, en tout cas, je proposerais bien aux collègues de les rencontrer le cas échéant. Je trouve qu'effectivement, qu'on a des fleurons en Belgique, c'est toujours intéressant de les rencontrer, en tout cas pour comprendre ce qu'ils font. C'est déjà ça. Voilà, donc je voulais encore une nouvelle fois vous remercier. Hartelijk bedankt voor uw beschikbaarheid en voor de kwaliteit van de discussie. Au niveau de nos travaux, donc nous terminons en fait, j'anticipe un peu sur l'ordre des travaux, mais on a la dernière audition, en tout cas planifiée, le 1er février prochain avec les professeurs Quisquateur de l'UCL et Bart Preneel de la KUL. Et après, on devra effectivement se revoir pour voir comment on procède sur la suite de nos travaux, mais c'est la dernière audition planifiée. Et notre objectif, et là je me tourne vers nos deux intervenants évidemment, est de pouvoir clôturer cette série d'auditions avec un texte de résolution. Donc c'est ce qui se fait dans ce comité d'avis, c'est-à-dire nous avons une capacité de faire des résolutions et une résolution en fait demande au gouvernement de faire certaines choses. Donc c'est différent d'une proposition de loi qui change directement la loi. Ici on a la capacité de faire des résolutions comme on l'a déjà fait l'année dernière sur les réseaux sociaux par exemple. On a fait une résolution qui s'inscrivait à la fois dans le cadre européen, à la fois dans le cadre belge. Et donc ça a quand même un certain impact parce que forcément si elle est quand même votée à la majorité des députés, on peut quand même évidemment espérer, enfin plus qu'espérer parce qu'on est en démocratie, que ça a un impact sur les mesures et les décisions qui sont prises. Donc ça, c'est en tout cas l'objectif que nous nous sommes assignés tous et toutes ensemble. Donc voilà, on a encore une audition le 1er février prochain et après on devra voir comment s'organiser. Nous avons aussi reçu une pétition et j'imagine qu'on la mettra aussi sur l'intranet. Vous pourrez la lire. La présidente de la Chambre y a répondu en disant qu'on l'avait bien reçue, dont acte. Mais je ne sais pas si le nombre de signatures
suffisant a été atteint pour qu'on reçoive les auteurs de la pétition. Cela concerne le harcèlement électromagnétique et sonore. Et donc, je vais me renseigner via le secrétariat, peut-être pour voir s'il y a un nombre de signatures déjà requis qui est atteint ou si c'est juste l'annonce qu'une nouvelle pétition est en ligne sur le site de la Chambre. Voilà, donc je propose de clôturer nos travaux ici. We zien elkaar dus terug de komende 1 februari voor de volgende hoorzitting. Prettige namiddag, bon après-midi.